processus de création, finalement, le processus de création d'un algorithme, voire déjà de récurrence sur un marché, de façon à avoir déjà la trame et les idées pour coder quand ce sera à votre disposition. Alors, pour être un petit peu plus précis et concret, et puis que vous partiez quand même avec quelque chose d'un petit peu plus solide entre les mains, pour vous donner soit une idée dans laquelle il faut avancer pour coder quelque chose, soit pour voir un petit peu la trame qu'il vous faudra avoir dans vos propres éléments de récurrence pour arriver à avoir un algorithme qui est complètement autonome sur le marché. Donc ça, ce que je vais évoquer devant vous, c'est déjà codé dans nos algorithmes en fait sur le Forex, mais le codage s'est fait sous MetaTrader 4. Donc en fait là vous avez une paire de devises qui est l'USD GPY, pardon, le dollar américain contre le yen japonais. L'avantage de ce schéma tactique, c'est qu'on va travailler toujours dans le sens de la tendance intraday. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre de position contre une tendance. Là, je respecte le premier principe fondamental émis par Charles Dow. Trend is your friend. La tendance est votre ami. Essayez d'en profiter, de la suivre jusqu'au moment où cette tendance sera remise en question. Donc comment est défini mon environnement graphique? Alors il est assez simple pour les personnes qui utilisent déjà un petit peu d'analyse graphique. C'est pas très compliqué. Vous avez, je ne sais pas si j'ai un pointeur laser. Je vais sortir le dé. Vous voyez le point rouge, ça va? C'est bon. Donc en fait, comment est créé mon environnement graphique? Donc vous avez des chandeliers japonais qui représentent l'évolution des cours. Donc là, on est sur un graphique 5 minutes. Un chandelier japonais représente 5 minutes d'évolution de cours. Sur ce graphique, vous avez deux moyennes mobiles qui sont des moyennes mobiles simples, arithmétiques. En rouge, à 100 périodes de 5 minutes. En bleu, à 130 périodes de 5 minutes. Et sur la moyenne mobile bleue, ici, à 130 périodes de 5 minutes, est accroché le seul outil statistique présent en analyse graphique, qui sont les bandes de Bollinger. Ces bandes de Bollinger sont calibrées à 130 périodes, donc elles sont corrélées à la moyenne mobile bleue. Vous avez deux autres outils sur ce graphique. Vous avez la notion de point pivot. Les points pivots, c'est une formule mathématique toute bête. Dans tout logiciel qui se respecte, vous pouvez faire apparaître les points pivots sur un graphique. La méthodologie du calcul, généralement, est assez standardisée. Et souvent, en fait, l'expérience montre que beaucoup de marchés, beaucoup d'intervenants, finalement, observent et regardent les points pivots et donc interagissent sur les points pivots. Donc dans beaucoup de situations, cette notion de pivot est quand même intéressante à mettre en relief en termes de support ou de résistance. Et un dernier outil, ça c'est un outil un petit peu personnel, ce sont une bande bleue. Alors la bande bleue que vous voyez ici, les limites externes de cette bande bleue, en fait c'est une couche de moyenne mobile. C'est une couche de moyenne mobile, là non plus arithmétique comme la moyenne rouge et bleue, mais exponentielle. Également, tout bon logiciel graphique vous permet de choisir
la méthode de construction de votre moyenne mobile, soit arithmétique, soit exponentielle. Donc les limites externes de cette bande bleue sont 35 périodes exponentielles 5 minutes pour la plus courte, celle-ci, et la plus courte là-haut, et la plus longue ici, c'est une moyenne mobile à 60 périodes exponentielles. Alors, donc, la première chose que l'on va regarder, on va travailler dans le sens des moyennes mobiles 100 et 130 périodes 5 minutes. C'est-à-dire que quand les cours seront au-dessus de ces moyennes mobiles, on va essayer d'acheter le marché. Quand ces cours seront en dessous des moyennes mobiles, des coupes de moyennes mobiles, on essaiera de vendre le marché. C'est-à-dire de le vendre en espérant qu'il baisse pour le racheter moins cher et gagner de l'argent. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut être aussi à l'aise dans des opérations d'achat. C'est-à-dire on achète pas trop cher, on espère vendre plus cher pour gagner de l'argent. Mais avec les outils qui sont à notre disposition, on peut commencer à d'abord vendre quelque chose que l'on ne possède pas, on est débiteur finalement, et on s'engage à le racheter plus bas, et on fait simplement un différentiel, et le solde sera quand même positif, même si on a été capable de gagner de l'argent quand le marché a baissé. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir un processus d'achat qui est hyper simple. Alors on achète quand un pivot est enchâssé entre les MME 35 et les MME 60. C'est-à-dire, là, vous voyez par exemple, il y a deux flèches vertes ici, c'est là où un des pivots, alors vous avez plusieurs pivots, hein, vous avez le pivot journalier, vous avez un pivot intermédiaire R1, un autre pivot intermédiaire R2 et un pivot R3. Et il y a même des formules qui permettent de calculer un pivot R4. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de pivots, disons 3 au-dessus du pivot jour, 3 en dessous du pivot jour. Donc vous avez quand même quasiment 7 pivots, voire 9 pivots à votre disposition. Donc ce qui va multiplier potentiellement la possibilité d'avoir la contrainte que je vous propose, c'est-à-dire on achète quand un pivot est enchâssé. Alors enchâssé, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est compris entre la moyenne mobile exponentielle 35 périodes et la moyenne mobile exponentielle 60 périodes. C'est-à-dire que quand on a un pivot, là, vous voyez, il est enchâssé, quand les cours reviennent dans la bande bleue, il y a un enchâssement qui nous permettra finalement d'acheter le marché. Alors, pourquoi acheter le marché de façon un peu sèche, enfin un peu sec comme ça, sans confirmation? Parce que finalement, on va partir du principe qu'on a 3 éléments qui sont capables de soutenir le marché et de réactiver sa hausse. La première, ça va être cette notion de bande bleue, c'est-à-dire que souvent, quand le marché est assez haussier ou assez volatile, à la hausse ou à la baisse, on voit souvent que, historiquement, il a une tendance à s'accrocher dans cette zone, dans cette épaisseur de moyenne mobile exponentielle. Si, en plus de ça, on a un pivot qui est souvent suivi par les opérateurs de marché, ça fait une double zone de support, et on a un troisième rideau de support qui sera le couple de moyenne mobile 5 minutes. C'est-à-dire que souvent, moi je suis vraiment un adepte pour prendre position, essayer d'aller chercher un déclencheur sur des horizons de temps inférieurs. Dans cet assemblage particulier, si vous voulez, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des déclencheurs dans des horizons de temps inférieurs, par exemple. Donc, ça reste très visuel, assez simple finalement à conceptualiser et à coder. Parce que vraiment, ce sont avec l'assistance que vous aurez avec ProRealTime pour le codage chez IG, ce sera vraiment très très simple de coder ces quelques contraintes-là que je suis en train de vous proposer. Alors, on va continuer, on va poursuivre. Alors bien entendu, comme mes confrères l'ont dit, lorsque l'on lance une opération de trading,
il faut qu'elle soit bouclée de A à Z avant même que vous ayez appuyé sur le bouton. Il faut bien entendu un niveau d'invalidation, parce que ce n'est pas une science exacte malheureusement, et puis bien entendu il faut se fixer un objectif statistiquement atteignable, parce qu'après on peut se fixer n'importe quel objectif. Si vous dites voilà, moi j'achète ici mais c'est pour viser un dollar yen à 100,5, là ça reste quand même excessivement contraignant, et vous n'êtes vraiment pas sûr que, et d'une, votre opération se déboucle dans la journée, et de deux, qu'elle se déboucle favorablement au bout du compte. Donc, votre stop, en fait, on va commencer bien sûr par le niveau de sécurité, et bien le bon sens exige de le placer sous le dernier rideau de support qui seront le couple de moyenne mobile 5 minutes, c'est-à-dire le couple bleu et rouge ici. Donc, notre stop initial, c'est-à-dire au moment où on achètera, alors on verra à quel niveau on achète, hein, c'est factualisé également. Notre stop sera placé juste un pip, c'est-à-dire un tick, un pip, en dessous de la moyenne mobile au moment où vous déclencherez votre opération. Comme ça, votre opération aura quand même un petit espace de respiration. Hein. Il arrive des fois de voir le marché, on le verra comme ici, de voir le marché pas forcément rebondir immédiatement dans la bande bleue et sur le pivot, mais de casser un petit peu ça, d'aller chercher un peu en dessous, et puis finalement les moyennes mobiles vont réactiver la hausse. Voilà. C'est ce qui sera passé un petit peu plus haut. Voilà. Tout n'est pas forcément aussi lisse que ça. Alors, autre sujet, l'objectif. Donc notre objectif, en fait, c'est, ça j'ai mesuré ça statistiquement, c'est-à-dire que l'objectif c'est de gagner le risque potentiel initial. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, on achète sur ce niveau, qu'on place un stop là, et qu'on mesure la hauteur de ce risque, on conceptualise ce risque par exemple à 10 pips, eh bien, statistiquement, on va aller chercher 10 pips. C'est vraiment statistiquement, pour le coup, atteignable. C'est des observations qui m'ont été données de faire sur ce schéma qui me font dire ça. Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, on vous l'a dit, il est bien de lancer une opération de trading lorsque on espère gagner 2 fois plus que ce qu'on est prêt à perdre. Là, je vous propose quelque chose d'un peu moins séduisant, puisque, en théorie, sur le papier, entre le stop initial et l'objectif, c'est du 1 pour 1. Si je perds 1. Si je gagne 1. Donc ça nécessitera bien entendu un taux de réussite largement supérieur à 50% pour gagner de l'argent, pour couvrir les frais de courtage. Voilà. Mais on va voir qu'il peut y avoir d'autres façons d'essayer de regagner au niveau du reward risk en cours de l'opération. Je m'en expliquerai un petit peu plus en avant. Ce qui est intéressant en plaçant un stop à 1 pip sous la moyenne mobile, donc en stop initial, bien entendu, il va être ici, mais on pourra également le déplacer au cours de l'opération. C'est là où j'ai mis une notion de trailing stop ou stop suiveur. C'est-à-dire comme ce sont des moyennes mobiles qui bougent avec le temps qui passe, et comme elles sont haussières, et finalement votre stop initial, lui, va se réduire au fur et à mesure que l'opération se passera bien. Donc mécaniquement, on regagnera en termes de reward risk. Plus ça se passera vite de façon favorable, plus vous, finalement, statistiquement, vous traderez avec un reward risk qui sera largement supérieur à 1. Donc votre objectif, c'est de gagner le risque potentiel initial. Alors il faut faire simplement attention à ce que le gain, finalement, comment on calcule le gain? En fait, c'est le risque que l'on prend. Et là, ce n'est pas vous qui choisissez finalement votre stop, c'est la méthodologie qui l'impose. Et ça, c'est encore un très gros avantage, parce que je suis sûr que 80% d'entre vous se torturent intellectuellement pour savoir où on va mettre les niveaux d'invalidation dans des opérations de bourse. Donc là, en fait, c'est pas vous qui choisissez le stop de sécurité, c'est la méthode et le processus méthodologique qui l'impose. Et ça, moi, j'ai toujours essayé de fonctionner comme ça. C'est d'autant plus rassurant et c'est moins une prise de tête, entre guillemets, que d'y aller un petit peu à la jugeote. Alors, j'ai toujours aussi, une petite astuce, votre stop de sécurité,
ne doit pas être calibré en fonction de la perte maximale que vous acceptez, mais en fonction d'un niveau technique important. C'est-à-dire que votre stop doit toujours être en dessous d'un support, d'un outil technique qui va avoir une tendance mécanique à faire éloigner le marché de votre stop. Ça sous-entend souvent, quand vous travaillez sur le Forex, vous dites, voilà, moi j'entends parler certaines personnes qui me disent, on a suivi un séminaire chez tel ou tel broker, ou une conférence plutôt, et puis ils nous disent, voilà, ben, vous calculez le risque maximum que vous êtes prêt à perdre, ça vous envoie à tel niveau, et puis vous voyez. Mais dans 9 cas sur 10, ce niveau calculé en fonction du risque que vous voulez prendre sur le capital, ce stop est mal placé d'un point de vue timing, d'un point de vue analyse technique. Donc ce qu'il est plus intéressant de faire, si vous voulez, c'est de faire une bonne analyse graphique de la situation, trouver un stop qui est techniquement bon et d'adapter votre nombre de lots que vous allez utiliser de façon à ce que finalement ce nombre de lots conceptualise votre stop technique. Voilà, ça me semble beaucoup plus intelligent de faire comme ça. Donc l'objectif, eh bien, on va simplement par translation le calculer en fonction du risque que l'on prend par rapport au stop. On peut, bien entendu, développer l'algorithme avec une gestion de position bien plus évoluée. C'est-à-dire ordre multiple, sortie fragmentée. Alors, simplement un titre d'exemple. Là, je vous ai proposé un modèle, si vous voulez. Donc, votre signal d'achat, alors vous pouvez essayer de timer votre entrée. Tout dépend